Allez, on va y aller si vous le voulez bien. Voilà, on va y aller si vous le voulez bien. Nous sommes au 14, patrimoine communal, c'est l'arrêté du 27 juin 14. Concernant les règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et les AIS, les fameuses agences immobilières sociales dont vous connaissez bien entendu l'existence. C'est le rapport annuel 2018 et c'est une compétence de M. Boisquetier pour le patrimoine. M. Boisquetier, vous avez la parole si le micro arrive à vous. Et vous l'avez, allez-y. Voilà, donc c'est donc une obligation légale qu'elles sont tenues les organismes de logement communaux, CPS et AIS. Ils doivent faire rapport chaque année de l'état de leur patrimoine. Alors, il y a un rapport qui est remis tous les ans, c'est le rapport d'attribution. Ce sont les logements qui ont été attribués pendant l'année. Il y a toute une série d'éléments qui sont repris dans ce rapport. C'est le tableau que vous avez trouvé très certainement en annexe. Et le deuxième document, c'est nouveau, c'est une nouvelle obligation, c'est l'inventaire du patrimoine. Donc, les organismes sont tenus de transmettre chaque année la liste de l'ensemble des biens qu'ils possèdent, avec aussi toute une série d'indications qui sont demandées par la tutelle, par la région. Donc, ces informations sont reprises dans ces différents tableaux. Voilà. Merci. Marnaud, allez-y. Merci pour ça. J'ai d'abord une première question. Est-ce que, donc, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que les autres années, on avait un petit fascicule qui était très bien fait sur le patrimoine communal, et on s'en était vraiment réjoui parce que c'était un fascicule qui était explicatif, et en plus de ça, qui était assez bien illustré de la volonté de la commune de faire mieux en termes de patrimoine immobilier. On avait émis quelques suggestions, notamment concernant les logements PMR et le fait de faire mieux ressortir le nombre de logements PMR dont nous disposons. Alors, je dois vous dire que ce tableau ici est quand même assez brut, et en tout cas assez difficile d'accès, donc c'est une simple liste des appartements. Donc, on se demande s'il serait possible de revenir au fascicule que vous nous aviez donné les années précédentes et qui était, je le rappelle parce qu'on l'a dit plusieurs fois déjà, extrêmement bien fait. Et la deuxième question que j'ai, c'est concernant le code du logement, qui prévoit en fait que le nom des demandeurs doivent être mentionnés. Et du coup, ici, nous avons un rapport qui est anonymisé. Mais, en fait, c'est écrit dans la décision. L'opérateur immobilier public fait rapport annuellement de ses décisions d'attribution à l'organe qui a dicté le règlement. Ce rapport mentionne les noms des demandeurs retenus. Donc, voilà. Donc, je me demande pourquoi on n'a pas les noms, parce que c'est nous qui devons en fait faire rapport, c'est le conseil communal. Merci, monsieur Boisquetier, vous avez. Voilà, deux choses. Donc, d'abord, sur le fascicule, il est en cours de préparation et vous l'aurez, ça a pris un peu de retard, et vous l'aurez avec toutes les informations demandées. Vous verrez qu'ici, dans certains documents, on a rajouté notamment des demandes qui avaient été formulées par Madame Genoux la dernière fois. Elle voulait une ventilation plus précise des points d'attribution, et donc ça a été fait. Quant au nom,
en fait, les listes avec les noms sont transmises à la région. La région reçoit les listes avec les noms, mais les listes anonymisées, ça c'est uniquement pour les conseillers communaux, donc vous n'avez pas accès aux noms des gens. C'est le code du logement, c'est affaire de pronom. Merci. Alors, j'avais aussi donc, parce que ce rapport en fait sur les attributions est ultra brut, et du coup on avait quelques petites questions par rapport aux points qui sont attribués, aux points d'ancienneté, aux points de handicap. Et en particulier, la question c'était les points pour occupation dans le logement précaire. Je voudrais savoir à quoi ça se réfère. Donc, c'est des gens qui occupent un logement qui est pas adapté, qui est précaire. Moi, ce que je vous propose, c'est de regrouper l'ensemble de vos questions. Ce sera peut-être plus simple comme ça, si vous voulez. Allez-y. Mais c'est quoi par logement précaire en fait? C'est les critères du code du logement. Je vous propose, si vous voulez bien, c'est de regrouper l'ensemble de vos questions. Ce sera plus simple comme ça. Je vous remercie. D'accord, donc j'aurais voulu savoir ce qu'était une mutation négative. Est-ce que c'est la personne qui demande une mutation qui lui est refusée, ou bien alors c'est une mutation qui est imposée à la personne, au contraire de la mutation positive, qui serait une mutation demandée et accordée. Je voudrais savoir la différence entre les types de demandes qui sont considérés comme ordre utile et les autres types de demandes. Et je voudrais savoir aussi, donc voilà, la question de la mutation, de l'occupation précaire, quel type de logements sont visés par cela? Donc, par rapport aux mutations, donc c'est le règlement d'attribution. Il y a les mutations négatives, les mutations positives et il y a les transferts. Donc, les mutations, c'est lorsqu'une famille demande ou doit quitter un logement parce que la taille de son ménage ne correspond pas à la taille du logement. Mutation négative, c'est une famille qui est dans un logement beaucoup trop grand par rapport au nombre de personnes du ménage. Vous êtes deux dans un 4 chambres, eh bien, vous devez demander une mutation négative. Vous devez aller dans un logement plus petit. Mutation positive, c'est le contraire, c'est une famille qui occupe un logement qui est beaucoup trop petit par rapport à la taille du ménage, puisque des enfants sont arrivés en cours d'occupation. Et donc, ces personnes-là sont considérées comme prioritaires, c'est dans notre règlement, et donc, ils ne relèvent pas de l'ordre utile. L'ordre utile, ce sont les gens qui se voient attribuer un logement en fonction des points de priorité. Les points de priorité, c'est les points qui sont repris là, c'est les points d'ancienneté, puis toute une série d'autres causes qui sont définies par le règlement d'attribution et le code du logement. Je vous remercie. Les trois dossiers suivants, je ne vais pas marcher. Souhaitez-vous voter? Ou vous abstenir? En tout cas, moi, je vais m'abstenir puisque la réglementation n'est pas respectée, y compris notre propre réglementation. Les conseils communaux, pour pouvoir vraiment effectuer le contrôle, doivent évidemment avoir accès aux noms, parce que c'est en ayant accès aux noms qu'on peut éventuellement trouver des lières, des magouilles, des copinages, etc. Donc, je pense que c'est assez clair. Votre rapport est assez clair, hein, monsieur Léchevin. C'est mis texto à 2 reprises. Donc voilà, moi je m'abstiens. Merci. À titre personnel, je vais m'abstenir aussi pour cette raison-là, parce qu'en définitive, effectivement, on ne nous permet pas de faire notre travail à partir du moment où nous n'avons pas les noms. Alors, je sais bien que cette histoire de noms est quelque chose qui est porté en étendard et qu'on a décidé de tout anonymiser au sein de la commune pour empêcher les conseillers en réalité de faire vraiment leur travail. L'interprétation que nous avons est tout à fait différente de la législation. Effectivement, vous avez une protection de la vie privée qui doit s'appliquer, mais elle doit s'appliquer uniquement dans la mesure où il n'est pas nécessaire de dévoiler certaines informations, notamment liées au nom, pour pouvoir effectuer le travail de conseiller communal qui, je le rappelle, n'est pas la même chose que ce qui serait demandé par un citoyen lambda qui voudrait consulter des documents de l'administration. Nous avons le droit le plus étendu pour consulter les documents de l'administration en tant que conseillers communaux, et parmi ce droit fait partie le fait de consulter les documents dans leur état original et pas avec un document qui est caviardé. Merci. Merci pour votre motivation. Je considère que c'est une abstention de groupe groupé, de groupe entier. Merci beaucoup. Nous sommes au 15, c'est marché.
pour les aménagements et la répartition en chaussée reconduite facilement 3 fois pour les gens du lieu de travail. C'est donc l'approbation des conditions. Et le mode de passation, il s'agit d'une estimation à cette procédure ouverte d'1 729 173,27 TVA comprises. Avez-vous des questions et remarques sur ce dossier? Dans l'ordre, sur requête. Monsieur le maire, allez-y. Donc, oui, ma remarque porte sur les 3 marchés, qui sont 3 marchés assez similaires. Les 3 points suivants portent tous sur des marchés pour réparation de la chaussée. Donc, le premier marché porte surtout sur divers aménagements. Le deuxième marché sur la couche de roulement d'asphalte. Et le troisième marché porte sur les trottoirs. Et je me pose la question, pourquoi on a scindé ce marché en 3 ? Il me semble qu'un marché avec 3 lots aurait été plus judicieux, plus logique. Et ça aurait aussi probablement signifié qu'on aurait dû faire une publication européenne pour ce marché global. Et ça serait aussi plus cohérent qu'un soumissionnaire traite le réaménagement d'un carrefour, l'asphalte et le trottoir qui va avec. Donc je me pose la question, pourquoi ce marché est scindé en 3 ? Et je voudrais faire référence à un arrêté sur les marchés publics, l'arrêté du 18 avril 2017, qui stipule dans l'article 6 et 7 que tout ce qui est similaire doit être additionné pour déterminer la valeur estimée d'un marché et donc de la procédure qu'il faut choisir. La nouvelle législation sur le marché public dit aussi qu'il faut donner un avantage aux petits soumissionnaires, mais les deux ne sont pas contradictoires. Ce n'est pas parce que on scinde un marché entre qu'un petit entrepreneur a plus d'avantages. Au contraire, il faut respecter cet arrêté que je viens de vous citer, et il faut faire en sorte qu'on allotisse de manière à favoriser les petites entreprises, mais pas l'inverse. Donc, la législation sur les marchés publics est assez stricte. J'espère que la tutelle ne verra pas d'inconvénient de scinder ce marché en 3, mais je crois que pour le futur, il serait plus judicieux de faire un marché pour des marchés qui sont aussi similaires pour éviter des problèmes. Merci, M. Roquet. Merci de passer le micro à votre voisin, M. Roquet. Alors, mes questions seront plus peut-être de détails. Je vais aussi, pour peut-être la simplicité, évoquer de manière suivie les 3 points, les 3 marchés de voirie. D'abord, je note que la liste des voiries que l'on qualifiera de prioritaires en vue d'un réaménagement est similaire pour le premier et le second marché, mais m'interpelle sur des points de détail. D'abord, dans le premier marché, le passage Charles-Rogier est considéré donc comme prioritaire, alors que pour les années 2019-2020, alors que les travaux de la Silver Tower endommagent de manière notoire ces voiries par des coulées de béton et autres sur la voirie et empêche également de pouvoir travailler proprement dans ce passage à Charles-Rogier, puisqu'il y a des véhicules de chantier qui sont parqués sous ce passage notamment. Donc la pertinence de mettre ce lieu spécifique dans ce projet-là pour cette période de la planification me semble peut-être à revoir. On aurait pu envisager de le voir pour la période suivante, 21-22, une fois justement que les travaux de voirie auront été refaits, tout en tenant compte également du potentiel charrois lié au projet de métro nord Scott, puisque là, il n'est pas encore tout à fait certain de par où va passer ce charroi, et en tenant compte également de ce qui est inclus de manière générale dans le projet du CRU de rénovation finalement des voiries et passages tels que conçus par Basmès et en cours d'implémentation au niveau de la place Victoria Regina avant de descendre justement vers le fond de la vallée. Donc ça, c'est pour le premier contrat.
Pour le second contrat, les modifications de voirie, je vais dire, il est mentionné qu'on peut avoir soit des travaux comprenant le raclage de la couche superficielle de bitume, soit des travaux un peu plus profonds, jusqu'à une dizaine de centimètres de profondeur, mais de raclage également. Or, on trouve dans ce document que la rue Saint-François est reprise comme prioritaire, mais c'est une rue qui n'est absolument pas asphaltée, qui est complètement défoncée et en grande nécessité d'une réfection lourde, mais c'est une rue qui est en réalité pavée, et donc le contrat tel qu'il est établi dans l'état actuel ne permet pas de faire des travaux sur cette voirie marquée comme prioritaire, et donc quelque part, tant le premier dossier que le deuxième dossier faussent un peu les estimations du marché, puisqu'elles ajoutent des superficies à traiter dans le marché qui ne sauraient être traitées en l'état. Enfin, de manière générale, et plus spécifiquement pour le troisième contrat qui porte sur les trottoirs, l'aspect handicap et mobilité réduite n'apparaît pas dans les documents tels que présentés. Je présume qu'une partie, en tout cas, va être couverte dans la législation régionale qui est mentionnée comme étant d'application pour ces travaux. Néanmoins, il lui semblait pertinent d'ajouter spécifiquement une mention sur ce type d'aménagement pour les réfections de trottoirs, d'autant plus qu'il est mentionné que certains des travaux portent sur potentiellement la rehausse de trottoirs par rapport au niveau de rue, ce qui, on le sait, est un des obstacles principaux pour les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, ce sont les trois remarques techniques, oserais-je dire, que je souhaiterais apporter sur ces contrats. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire, d'avoir regroupé vos remarques auxquelles nous allons répondre. Monsieur Lombès. Merci, Monsieur le Président. Je répondrai évidemment au nom de Monsieur Jabour et moi-même, puisque nous avons, je dirais, participé aux travaux avec l'administration ensemble. D'abord, il y a trois types de travaux différents, et je dirais, après, libre au collège de choisir une rue ou l'autre. Un travail déjà fastidieux a été fait par l'administration avec le collège pour déterminer les priorités. Ces priorités, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, doivent encore être croisées avec la réalité, l'état d'avancement d'autres dossiers parallèles, l'extension du métro, l'aménagement de l'esplanade Saint-Lazare, la fin des travaux de la Silver Tower, qui devrait quand même se terminer assez vite quand on voit l'état d'avancement. Et donc, nous avons la possibilité de retarder, de reprendre, etc. Trois types de travaux différents. L'un, c'est quand même des travaux de voirie, en gardant la réflexion. L'autre, c'est les travaux d'asphalte, qu'on a toujours fait dans la commune. Et le troisième, c'est les travaux de trottoirs. Alors, c'est vrai que nous avons un passif au niveau des trottoirs, et la commune a souhaité que pour les trottoirs, nous puissions déjà travailler sur certains trottoirs. Parce que, je dirais, voilà, on ne peut pas, je dirais, faire parfois de façade en façade. On va le faire dans le cadre du plan de Piéna, certaines rues, mais en attendant, il y a des rues où les gens n'en peuvent plus, où il y a des dalles qui sont sorties, des pavés qui ne tiennent plus. La rue dont vous avez parlé, je partage totalement vos remarques sur la rue Saint-François. Il doit y avoir, à mon avis, une erreur d'appréciation qui a été commise par nous-mêmes. On reverra évidemment la rue Saint-François comme une priorité. Elle doit être refaite. Le gabarit de cette rue ne convient pas. Nous sommes plusieurs à avoir déjà débattu de cette question. Donc, sur les trois marchés, ce sont trois marchés distincts. Ce sont trois marchés distincts dont nous avons augmenté les budgets. Les budgets n'étaient pas aussi importants avant, nous avons augmenté les budgets. Et ce que nous souhaitons, évidemment, c'est au cours de cette législature d'atteindre un niveau de qualité au niveau de notre trottoir, au niveau de la voirie, de la piste asphaltique, mais aussi des travaux plus en avant qui le nécessitent. À côté de ces travaux, qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme. C'est ça l'objet. D'ailleurs, quand vous lisez les intitulés, c'est clair. Le triennat, ce sera avec permis d'urbanisme. Et donc, quand on fera des aménagements avec permis d'urbanisme, il faudra évidemment tenir compte des ordonnances, de la région, etc. C'est ce que nous avons fait dans beaucoup de travaux. Est-ce que j'ai pu répondre à l'ensemble des questions? En tout cas, je l'espère. Monsieur Jabot, je vais répondre à la question de M. Roquet sans revenir à ce qu'a dit le bourgmestre, parce que je partage complètement, évidemment. Alors, M. Roquet, la loi nous autorise à procéder de deux manières différentes. Ou bien, on fait des lots, comme vous l'avez dit,
ou bien on travaille par phase. Nous avons choisi de travailler par phase. Pour une raison très simple, pour une question de facilité. Parce que le lot, il faut choisir un quartier et on dit voilà, on fait un marché pour ce quartier-là. Or, ici, il s'agit de rues. On va travailler en fonction des rues. D'abord, celles qui sont en état plus grave que d'autres, etc. Donc, on n'est pas nécessairement toujours dans les mêmes quartiers. Donc, vous avez 3 marchés ici. Je sais simplement apporter la précision que quand on fait des rues, parfois il y a des fondations, mais pas toujours. Parfois on va faire l'asphalte, mais pas toujours non plus. Et les trottoirs, ça, je pense qu'on les fait tout le temps. C'est pour ça que les montants ne sont pas les mêmes. Nous avons fait un plan prévisionnel des rues qu'on va faire avec les priorités, mais évidemment, c'est un plan qui n'est pas figé. On va changer en fonction de ce qui va arriver sur le trottoir, etc. Donc voilà. Et pour répondre à M. le maire, par rapport au PMR, c'est une loi qui nous est imposée par la région. Nous allons l'appliquer, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs. N'est-ce pas, M. Berks? C'est toujours été une priorité et nous ne l'avons jamais oublié. Ce n'est pas maintenant que nous allons commencer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie. Je considérais. Je suis clair. Le micro va revenir chez vous. Là. Voilà. Oui, je voudrais juste m'abstenir et justifier l'abstention. Bien entendu, je me réjouis des montants importants consacrés à la réfection des trottoirs, de l'asphalte, de divers aménagements en voirie. Il était temps. Il y a eu quand même un retard pris ces dernières années et de nombreuses voiries n'avaient plus et non plus l'état acceptable que, je suis content qu'elles se disent, que nous souhaitons pour notre commune. Ça va être un objectif. Ceci dit, le fait d'avoir 3 marchés alors qu'il y a des rues où et l'asphalte, et les trottoirs, et les potelets, et les carrefours, et tout est en mauvais état, vous allez devoir coordonner 3 entreprises qui va un peu compliquer les choses. Je pense qu'au niveau des marchés publics, sans parler de saucissonnage, je pense qu'il est plus judicieux et plus recommandé de faire un marché global à l'eau. Donc, voilà la raison pour laquelle je souhaiterais m'abstenir. Pour la même raison, je l'avais expliqué, je suis vraiment convaincu que la législation nous demande de faire un marché avec différents lots. C'est ce qui me semble être la bonne interprétation des articles 6 et 7 de l'arrêté de 18 avril 2017. Donc pour cette raison, je vous remercie. Puis je considérais que le jeu également pour le groupe. Je vous remercie. Nous sommes 18. Le projet local, subventionnement pluriannuel, 12 COO Events, en langue en français. C'est la convention entre la commune et Actiris. Madame Migouda, qui en avait déjà parlé, il y a quelques fois dormir déjà. Je vous en prie, je vais vous passer la crème glacée. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme l'a dit bien Monsieur le Président, j'en avais parlé déjà au dernier conseil communal. Vous avez certainement vu dans l'actualité les excellents chiffres de baisse de chômage, notamment en Saint-Josse, qui n'est plus la première commune, mais qui redescend et qui se fait même dépasser par 4 autres communes. Donc, c'est tout un travail collectif pour lequel je remercie d'ailleurs mon prédécesseur, M. Mbakété, qui a travaillé sur les dossiers, le collège, évidemment, pour arriver à des résultats aussi performants. Donc, les défis qui sera les miens, c'est de ne pas faire mentir les chiffres, mais de garder cette lancée. Donc, je me rends bien compte de la tâche qui m'est attribuée. Et dans ce sens-là, donc, j'ai commencé une série de recherches de fonds et de subsides pour rencontrer 2 éléments essentiels. La première, c'est de pouvoir sortir un peu des maisons et des organismes d'emploi pour pouvoir aller dans les quartiers, notamment les quartiers où se trouvent nos jeunes, ces jeunes qui ne viennent pas vers les maisons de l'emploi, les missions locales qui sont un peu fâchées avec ces organismes. L'idée, c'est de pouvoir les ramener en allant les chercher. Donc, cette personne, une de ses premières missions, ce sera vraiment d'aller dans le noyau dur, ces noyaux qui n'arrivent pas à venir vers les maisons de l'emploi. Le deuxième problème, c'est le problème des employeurs. Il y a aussi un problème, il y a une réconciliation à faire entre les jeunes de nos quartiers et les employeurs. Pour un exemple illustrer mes propos,
l'hôtellerie, par exemple, quand on discute avec les employeurs, ils nous disent, voilà, on engage, mais on a un turnover qui est un des plus élevés, surtout quand on prend les jeunes des quartiers, parce que voilà, ils ne se lèvent pas, ils ne viennent pas, ils abandonnent après un jour, enfin, il a des problèmes d'autres à gérer. Donc, ils ne préfèrent pas engager les jeunes de nos quartiers, bien souvent. Donc, le défi sera de pouvoir réconcilier les employeurs avec ces jeunes. Donc, la personne qui va être engagée va avoir cette deuxième mission, c'est de pouvoir aller vers les employeurs, faire de la prospection, mais vraiment les mettre à l'aise et les rassurer en leur proposant toute une série de mesures et d'offres qu'Activis fait pour faciliter et alléger leur portefeuille et les inciter à engager. Donc ça, ce sont les deux grosses missions de la personne qui va être engagée. J'espère que ça pourra en tout cas régler une série de problématiques qu'on rencontre actuellement et compléter le travail fait par mes prédécesseurs. Merci. Merci, Madame Michel. Des questions sur ce projet, M. Muller. Merci, Madame Muller, pour la présentation. Donc, concernant cet engagement, est-ce qu'on pourrait avoir une présentation des procédures de recrutement? Et alors, pour quand est-ce que vous voulez l'engager? Et sur quel lieu? Donc, le profil est établi. Normalement, dans la convention, vous avez déjà énormément de détails qui vont être repris. Le dossier va passer donc chez nous au GRH par le secrétaire communal. Il va être publié. Ensuite, ceux qui voudront le partageront un peu partout, comme d'habitude, sur les sites de la commune, dans les réseaux sociaux, Activis. Donc, il sera publié et vous pourrez ainsi en parler et venir répondre aux interviews, par exemple, ou en tout cas envoyer un CV. Première chose. Deuxième chose, ça sera sur 2 ans. Donc, j'ai pu obtenir le subside sur 2 ans à mi-temps. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer un temps. Oui, Monsieur le Président, je voulais quand même profiter de l'occasion du Conseil communal où tout le monde défend l'intérêt communal, l'intérêt des habitants pour dire que nous devons quand même être fiers. Saint-Josse progresse de manière très positive à tous les niveaux. Nous étions, je pense, la commune depuis de longues années avec le chômage le plus important de la région, tant au niveau de la population en général que parmi les jeunes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est grâce évidemment à l'effort conjugué autour de la commune, d'Activis, de Bruxelles Formation, du VDAB, de tous les centres de formation, la mission locale, l'ALE, le CPAS qui engage énormément avec les articles 60. On en parlait tout à l'heure. Je disais tout à l'heure qu'on réduisait les investissements. Ce n'est pas vrai. On a tout le temps augmenté les investissements vers la mission locale, vers l'ALE, vers le CPAS. Et évidemment le secteur privé, parce qu'on ne peut pas non plus éluder le fait que le secteur privé investit sur le territoire. Et je voudrais quand même dire que c'est quand même agréable de ne plus être cité aujourd'hui dans notre pays comme étant les derniers de la classe en matière de chômage. Cela montre que nous sommes dans la bonne direction. Et je pense que ça doit être dit ici, et je pense que tous les conseillers communaux doivent aussi être fiers de ces résultats. Ce sont nos résultats à nous. Pour l'avenir, c'est quand même prometteur. Et ce projet qui arrive avec The Wild Gate, un nouveau projet qui devrait apporter encore plus, nous l'espérons, de possibilités d'emploi pour les nombreux demandeurs d'emploi qui nous restent malgré tout. Je rappelle qu'il s'agit ici d'un CDD de ce bourgmestre, en tout cas c'est ce qu'on va me confirmer, de 24 mois, et que vous savez que les procédures de recrutement de la commune prévoient bien entendu une large diffusion, mais aussi vous êtes évidemment toujours conviés, souvent conviés, dans les jurys de sélection comme observateurs. Bien entendu, je dis que les jurys sont ouverts aux conseils communaux comme observateurs, c'est un principe. Depuis très longtemps, cette commune pratique cela, déjà longtemps. J'ai des échanges. Voilà. Merci, M. Muller, pour vos questions. Nous sommes au 19. Si je considère que ceci est OK, vous souhaitez vous abstenir? Je vous remercie. Au 19, juste avant de vous laisser la parole, M. le bourgmestre, donc vous dire qu'il s'agit ici d'un ensemble de désignations, 19, 20, 21, 22 et 23. L'information, les échanges et ensuite la votation sur les propositions. Oui, Monsieur le Président, je proposais, comme vous d'ailleurs, de parcourir l'ensemble des dossiers et de citer les propositions de la majorité. Suivant l'ordonnance, il revient évidemment
à la majorité de proposer un nom, libre à l'opposition de faire ses choix. Mais nous tiendrons évidemment, nous souhaitons évidemment la désignation des membres qui sont proposés par la majorité. Pour la société anonyme holding communale qui est en liquidation, nous devons désigner un représentant. Et donc ici est proposé pour la majorité M. Mohamed Jabour. Pour l'agence immobilière sociale de Saint-Josse, nous proposons la désignation de M. Bassam Yves. La désignation, cette fois-ci, pour la société coopérative de locataires à responsabilité limitée Comencia, il est proposé Mohamed Begay. Au niveau des HBM, nous avons un problème où nous devons retirer la désignation de Luc Frémal, qui est en réalité, je dirais, désigné par le conseil du CPS, et c'est donc M. Safa Akiol qui est proposé. Et enfin, concernant l'association de copropriétaires Manhattan, nous proposons la désignation de M. Mohamed Jabour, qui connaît parfaitement bien la structure au nom de la majorité. Monsieur le Président. Je vous remercie sur ces propositions. Des contre-propositions. Faites de façon concertée, de façon à ce qu'on puisse organiser les votations dans un instant. Oui, donc nous proposons pour l'AIS la candidature de M. Le Maire. Faites dans l'ordre, donc on est au 19, si vous Oui. voulez bien. Donc, pour le holding communal, nous ne proposons pas de candidat, mais pour l'AIS, nous présentons la candidature de M. Le Maire. Yes. 21 pas de candidat en effet. Je passe tout de suite au point 22, les HBM, et là aussi nous proposons la candidature de M. Le Maire. Et nous en restons là pour les contre-propositions. Je vous remercie. Donc, si je reprends votre proposition, en tout cas, votre alternative est pour le 20, donc c'est la yes, c'est bien cela, M. Le Maire, et M. Le Maire à nouveau au point 22 pour les HB. Nous allons d'abord désigner deux observateurs et on va distribuer les bulletins de vote. On va d'abord les réaliser. Ce que je propose, c'est de poursuivre l'ordre du jour et ensuite nous allons procéder au petit exercice que vous connaissez. En faisant un peu le ménage devant, ce qui serait bien d'ailleurs, c'est de voir si une petite table, nous n'avons pas prévu cette fois-ci. Non, rassurez-vous, on va poursuivre l'ordre du jour parce que le temps de finaliser sur base de vos propositions d'alternatives les bulletins de vote et ensuite procéder au vote et ensuite au dépouillement grâce à la jeunesse, parce que ce sont les conseillers plus jeunes traditionnellement. Si nous n'avons pas de petite table, nous le ferons ici. Sur cette partie. Donc, merci de voir si une petite table peut être trouvée pour faire ça. On est d'accord sur cette façon de faire. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'objection, nous sommes alors au 24. C'est l'information des décisions relatives aux articles 234 alinéa 3 et 326. Pardon, 200 et 236 de la loi communale. Ce sont des points pour l'information. Une question. C'était une question qui vous était adressée pour les points dénomination dans les organes extérieurs pour nos représentants. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des rapports, notamment parce qu'ici on a la patte banque de Dexia, est-ce qu'on pourrait avoir un rapport des précédents représentants qui y étaient, puisqu'on l'avait déjà demandé plusieurs fois, et ici ils ont terminé leur mandat, mais on n'a toujours pas eu de rapport. Est-ce que ce serait possible d'avoir au moins des notes explicatives de la part des anciens représentants et représentantes dans ces organes extérieurs? Ce n'est pas dans la tradition. On ne fait pas. Non, mais je veux dire, entre ce que vous dites et ce que je réponds, Madame Warnotte, je peux encore avoir un avis divergent. Je veux dire, en démocratie, on peut écouter l'autre et l'autre ne peut ne pas être d'accord avec nous. Ce que j'ai proposé comme mesure que j'ai mis en œuvre avec vous, c'est d'inviter à chaque fois les organismes auxquels nous décidons pour faire rapport et d'avoir un débat. Dans ce cadre, les mandataires qui sont présents ont largement l'occasion, évidemment,
expliquer leur point de vue. C'est ce que j'ai proposé. D'ailleurs, nous devions, il y a 2 semaines, avoir ici la STIP. Ça n'a pas été possible parce que la STIP a demandé de reporter parce qu'un nouveau gouvernement arrive. Et très régulièrement, lors de nos conseils, nous inviterons les différents opérateurs à venir présenter. Madame Moreau, allez-y. Oui, je voudrais juste répondre à ça, Monsieur Bourrex. C'est pas dans nos habitudes. Moi, je suis désolée, si ça s'est déjà fait, et ça s'est fait à la satisfaction de tous. Donc, je me souviens très très bien de Madame Ilouka, notamment, qui nous avait brillamment expliqué ce qui se passait au centre funéraire. Il me semble que c'était ça, Madame Ilouka. Vous avez fait non, c'était l'intercommunale d'incinération. C'est pas vous? Ah, c'était Madame Julie Depau, qui nous avait brillamment, effectivement, désolée, je vous ai confondu, qui nous avait brillamment expliqué ce qui se passait à l'intercommunale d'incinération, et nous avions eu nos représentants lors de ce conseil qui nous avaient expliqué effectivement ce qui s'était passé dans ces différentes intercommunales où nous étions présents et dans les différents organismes où nous étions présents. Et en fait, c'est ça qu'on attend aussi de nos mandataires, de pouvoir vous expliquer un peu ce qui se passe. Alors, ça peut se faire en conseil communal, ça peut se faire en commission, mais donc je trouve que pour les questions de transparence aussi, surtout si l'opposition n'est pas représentée dans ces différents organismes, il serait important que nous ayons des rapports de nos représentants qui nous soient donnés. Merci. Et ça s'est déjà fait. Je vous remercie. Réaction sur ce point, c'est noté, je vous remercie. Nous avançons, si vous voulez bien. Vous aviez des questions sur le point 24. C'était Monsieur le maire qui avait le voir. Allez-y, Monsieur le maire. Tout à fait, je vous remercie, Monsieur le Président. C'est simplement que je note parmi les diverses lignes des travaux au cimetière sur base d'une décision du 3 septembre. Je voulais savoir si c'était lié à notre problème de columbarium-aquarium, puisque je voyais que des problèmes d'eau étaient mentionnés dans le document, mais j'aurais souhaité avoir un peu plus de détails sur la nature des travaux de remise en état de notre cimetière. Je vous remercie. Est-ce que je peux considérer que ceci clôture vos questions sur ce point-là? Vous en avez d'autres? Je vous remercie. Sur ce point, y a-t-il une... Je serai compétent à ce sujet, Monsieur Chabot. Allez-y. Voilà, Monsieur le maire. Il s'agit des travaux qui ont été effectués dans ce qu'on appelle, nous, la nouvelle crypte, la dernière crypte. C'est peut-être columbarium, pardon, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est peut-être ça. Et donc, en fait, il a été demandé au bureau d'études un complément pour faire des travaux complémentaires, c'est-à-dire des travaux qui n'étaient pas en dehors du cahier des charges, mais des travaux qui n'étaient pas prévus, mais qui sont en complément à ce qui avait déjà été fait. C'est pour ça que nous ne devons pas aller chercher un autre bureau d'études ou une autre entreprise. Et donc, les travaux étaient à peu près de 450 000 €. Et donc, le bureau d'études facturait à peu près 10%, ce qui ouvert à cette somme. Donc, si vous voulez des précisions par rapport à ces travaux, là, je peux vous l'envoyer par écrit. Je vais le faire ça. Je vais noter pour ne pas oublier, mais je vais le faire. Merci. Merci pour votre réponse, Monsieur Michel. Vous considérez que vous avez toutes vos questions sur le fait, là, merci de... Nous sommes au 25. Décision, c'est un classique aussi, c'est le 249. Des questions. Monsieur le maire, ici. Alors, mes questions vont porter sur 2 aspects. Le point 25, c'est évidemment les demandes de budget en urgence. Nous sommes déjà revenus longuement sur la problématique de manière générale relative à l'usage de cet article pour financer des travaux sur le caractère impérieux et urgent. Et il y a un aspect qui m'a quand même marqué. Vous allez croire que je suis obsédé par les questions d'eau, mais c'est celui de la piscine. Après l'aquarium c'est la piscine qui vient maintenant attirer mon attention, parce que je constate que dans ce document, une date d'ouverture de la piscine au 2 septembre est mentionnée, et que 3 jours avant cette date, une décision est prise pour acquérir différents équipements destinés au fonctionnement de cet établissement.
et je suis un peu interpellé parce que on constate que l'on demande l'urgence pour payer les maillots de bain ou les shorts des maîtres nageurs, les planches pour flotter, les produits de nettoyage. J'espère qu'ils sont bio, mais ça c'est un autre problème. Donc on met ça sur le budget de l'urgence. Or pourtant, on a eu l'information que des employés sont déjà payés sur budget régulier pour cette piscine, même si la piscine n'étant pas ouverte, ils ne sont pas actuellement actifs dans le cadre de leur mission. Et donc, s'il y a un budget pour les employés, je ne comprends pas qu'on ait eu besoin d'un budget d'urgence pour une ouverture au 2 septembre, qui par ailleurs, on a pu le constater, dure un peu. Voilà, donc j'aurais souhaité un éclaircissement par rapport à ce point-là, à la fois l'usage de l'urgence et l'inexistence d'un budget pour payer ces frais, alors qu'on a déjà des frais de personnel engagés sur le budget 2019. Et par ailleurs, dernier élément, quand allons-nous avoir le plaisir d'aller plonger entre les nouveaux flotteurs achetés avec ces budgets d'urgence? Je vous remercie. Votre question est coupée, donc les questions sont coupées. Je vous remercie. Alors, la réponse à cette question est chez vous. Merci. Voilà, merci pour votre attention. Vous voyez bien que ce sont des dépenses urgentes à faire pour permettre l'ouverture de la piscine à la population. Là, vous avez eu la réponse du Léchevin. J'ai un bras levé de Mme Warnock, M. Roukens. Donc, M. Roukens d'abord, si vous voulez. Oui, pardon, excusez-moi, c'était Mme Warnock, pardon. C'était vous d'abord, excusez-moi. Je pense que ce que M. Clerc vient de dire va résumer en gros notre pensée. Donc, on est revenu en long, en large, en travers, je ne sais plus sur quel ton chanter, sur la notion d'urgence et le fait que l'urgence doit être une urgence périlleuse, une urgence grave qui implique un péril périlleux pour la commune, un péril grave pour la commune. Ici, on est quand même dans une situation où on a annoncé à grand renfort de communiqués de presse la réouverture de la piscine à plusieurs reprises et on se rend compte qu'on l'annonce une nouvelle fois dans cette décision pour le 2 septembre et que c'est seulement le 28 août, un petit peu avant puisque vous avez fait les appels d'offres quand même, mais qu'on se dit, tiens, au fait, il nous faudrait peut-être une trousse de secours pour le cas où il y aura un accident à la piscine. Tiens, en fait, les maîtres nageurs et les maîtres nageuses, les maîtresses nageuses, c'est pas comment on dit, bref, les dames qui sont maîtres nageuses aussi, il va leur falloir un t-shirt pour pouvoir assurer leur fonction, etc., etc. Donc, on est quand même sur des choses qui semblent assez évidente dans le cadre d'une piscine qui aurait dû ouvrir déjà il y a plusieurs mois, plusieurs années. Je sais bien qu'on a déjà fait des frais dans cette piscine et qu'on a dû refaire des frais dans cette piscine parce qu'on les avait fait de manière trop anticipée ou plutôt parce que les travaux ont duré beaucoup trop longtemps et donc on a dû redépenser de l'argent. Mais ici, on est quand même sur du basique, quoi. Se dire qu'à partir du moment où vous allez avoir des gens qui vont courir avec des pieds mouillés autour de la piscine, ils risquent de tomber et qu'il faut effectivement un collier pour pouvoir maintenir leur nuque si jamais ils ont une commotion, bah oui, ça semble évident. De même que de se dire qu'il va falloir fournir une trousse d'équipements médicaux aux personnes qui seront là-bas. Donc, la question qu'on vous demande, Monsieur Léchevin, c'est pas simplement de nous dire c'est urgent parce que c'est urgent, c'est de nous expliquer en quoi il y a urgence, sachant que votre décision est motivée par l'urgence, parce que la piscine devait rouvrir le 2 septembre, ce qui n'a pas été le cas. Donc, la question que nous vous posons maintenant, c'est pourquoi est-ce que maintenant il y a une urgence? Donc, quand la piscine va-t-elle rouvrir? Et s'il n'y a pas d'urgence alors, je vous propose qu'on parte par la procédure normale et donc par le conseil communal directement. Merci. Merci. Il y avait une seconde question qui était celle de M. Roukens et puis M. Clerc. M. Clerc saute. Mais moi, je ne vais même pas poser de questions. Je vais tout de suite dire que je vais m'abstenir. Et en fait, en lisant le dossier, je me suis dit, mais ils vont nous faire une caméra cachée. Eh bien non, parce que la caméra, elle, là, c'est pas cachée. Vous êtes des petits rigolos. En fait, vous réutilisez une fois de plus le 249, circonstances impérieuses et imprévues, pour une piscine dont on attend l'ouverture depuis 10 ans et dont vous avez annoncé l'ouverture à plusieurs reprises.
Donc, on est vraiment dans des circonstances impérieuses et imprévues. Donc, voilà, il faut arrêter de rigoler. Ben, c'est carnaval. Merci. Merci pour ce réveil enthousiaste et soudain. Nous allons, si vous voulez bien, procéder. Est-ce que vous demandez le vote également de votre côté? Oui. Ou l'abstention? Donc pour le groupe écolo, ce sera un non et donc 3 noms et une abstention. L'abstention est motivée comme suit. L'urgence est invoquée sur la base, enfin l'article 249 est invoqué sur la base de l'urgence. L'urgence n'a pas été motivée ni dans les faits, ni dans la décision, ni oralement au conseil communal. Et dès lors, l'article 249 est utilisé de manière abusive. Je vous remercie. 3 noms, 2 abstentions. Motivées. Je vous remercie. Ceci. Alors, nous allons revenir maintenant à la votation, si vous voulez. Oui, alors il reste. Vous aviez. On peut faire les interpellations, puis on votera tout à la fin. Comme ça, on fera. Alors, sur les interpellations, je crois qu'il y en avait une de M. Lebert, qui seront ensuite les questions. On fera les 3 questions orales dans la foulée, puis on fera les votations. Ça vous va, ça? Allez, M. Lebert, c'est à vous. Merci pour vos interpellations. Remercie. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions un peu des fondements de la démocratie dans ce qu'elles ont de plus basique, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux. La démocratie, dès ses origines, eut pour caractéristique première la transparence des débats. Des flancs de la Pnyx à Athènes aux discussions relatives à la déclaration d'indépendance et à la Constitution américaine, en passant par les échanges de la Chambre, du Sénat ou de notre propre Conseil, le public est présent et peut, depuis des bancs de pierre brute, des chaises ou des banquettes plus ou moins rembourrées, assister aux échanges de leurs représentants ou même, dans certains cas, les interpeller directement. On connaît les efforts actuellement en cours pour améliorer la diffusion en ligne de nos échanges de nos doigts, mais les personnes présentes dans la salle ne doivent pas pour autant être oubliées. Ayant moi-même longtemps siégé côté banc avant d'arriver sur mon strapontin actuel, je ne saurais renier mon passé proche et oublier l'inconfort de la position. En effet, les bancs sur lesquels siègent les membres du public sont assez inconfortables, pour le dire, notamment en raison d'un rembourrage vétuste qui n'apporte plus grand-chose, laissant les fondements de nos concitoyens meurtris par l'expérience. En conséquence, ma question sera simple. Un projet de remise en état des bancs du public peut-il être institué au plus vite? Et dans quel délai nos concitoyens pourront-ils profiter de conditions décentes pour assister à nos débats? Question subsidiaire, relative cette fois au projet de modernisation des moyens de sonorisation de la salle du Conseil, pour un coût budgété assez impressionnant, mais ne polémiquons pas. Quand pouvons-nous espérer disposer des nouveaux équipements? En vous remerciant d'avance. Merci, Monsieur le maire. Vous avez en tout cas une plume, des mots et de l'humour, ce qui est bien, Monsieur le bourgmestre. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller. Comme vous l'avez indiqué, dans notre budget 2019, un article du service extraordinaire prévoit la restauration du mobilier dans la salle de conseil. Un montant de 30 000 € a été inscrit dans le budget et comprend notamment la réfection du papier et de la peinture murale. Je profite de votre interpellation pour vous rappeler que la commune de Saint-Josse est quand même la première commune bruxelloise à assurer une large diffusion des séances du conseil communal par le biais du streaming. Sans attendre des travaux coûteux, nous diffusons depuis plus d'une année les séances du conseil communal. Je suis certain qu'avec votre capacité de sensibilisation et votre cohérence, vous allez convaincre vos collègues écolos dans les autres communes d'atteindre ce même objectif. Le collège entend poursuivre cette volonté de transparence en améliorant la qualité des diffusions des séances du conseil communal et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons améliorer tant la qualité des rediffusions que la qualité de nos échanges au sein de ce conseil. Nous avons lancé une étude en vue de réaliser des travaux de sonorisation. La spécificité de notre salle de conseil est qu'elle est classée. Un peu comme pour la piscine. On n'est pas la seule piscine à avoir attendu des années. J'aimerais quand même que ça puisse être repris dans les comptes rendus analytiques. Quand on a une piscine classée, vous devez tenir compte des avis de la direction des monuments et sites qui sont des avis conformes. Vous savez ce que c'est un avis conforme? C'est une décision. Quand vous devez suivre ce qu'on vous demande de faire, vous n'avez pas d'autre choix. Et donc, non seulement
Il faudra suivre évidemment les instructions, mais nous devons faire une étude préalable de faisabilité, mais également obtenir un permis d'aménagement de la salle de la part des monuments historiques. On a attendu 10 ans pour la piscine, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas combien d'années nous attendrons, mais en tout cas, nous ferons la procédure. Alors, c'est ainsi que nos services ont rencontré et échangé avec d'autres communes et des sociétés spécialisées dans l'installation de matériel média. Le souhait que nous avons est d'instaurer des micros dignes de ce nom, ainsi qu'un écran de projection dans la salle du conseil. C'est une demande que nous formulons. Je ne sais pas si les monuments ici accepteront. Notre étude n'est pas terminée, puisque nous devons encore rencontrer le CIRB, qui nous a évoqué qu'il était possible d'avoir une diffusion live et qu'ils avaient des solutions pour le stockage de la diffusion streaming. Nous espérons que tous ces travaux pourront se faire quand ça pourra se faire. Je vous remercie. Nous sommes aux 5 petites questions d'actualité qui ont été posées tout à l'heure. Le secrétaire communal va me rappeler l'ordre dans lequel elles étaient posées, à savoir d'abord M. Rouquel, ceci mes souvenirs sont bons. 2 questions de M. Moïr, si mes souvenirs sont bons, relatifs à des travaux. Et je crois que M. Le maire avait une question d'actualité également. C'est bien cela? Il y a 3 questions qui portent sur le lycée. On peut peut-être les couper et puis passer à la question sur la maison de jeunes. J'adore votre sens de la synthèse, ça me permettra de dormir un peu plus longtemps. Alors, ma question sera très brève. Il s'agit de la démission de la préfète du lycée Guy Cudel. On a appris par la presse qu'elle avait décidé de démissionner de sa fonction. Et nous regrettons sincèrement qu'elle ait pris cette décision. On avait, par le biais de M. Moussine, insisté au jury qui avait pris la décision d'engager cette personne qui avait l'air très compétente, motivée, et nous regrettons de voir qu'elle a décidé de jeter l'éponge. Et donc, je voudrais vous demander ce qui s'est passé. Manifestement, il y a eu un problème relationnel entre la préfète et le pouvoir organisateur. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on n'a pas pu trouver de solution pour ces problèmes relationnels? Et surtout, quel est l'impact de son départ sur le début de l'année scolaire, sur la rentrée, et quelles sont les étapes suivantes? On va devoir chercher une nouvelle préfète ou un nouveau préfet avec une année scolaire qui est entamée. Donc voilà, je voudrais vous demander quelles sont les raisons et quel est le chemin à suivre maintenant pour retrouver quelqu'un qui peut diriger cette école qui a vraiment besoin d'une direction forte. Je vous remercie. Les réponses de monsieur... On va les elle cela concerne le même point, n'est-ce pas? Oui, bien, alors faites interroger, allez-y. Alors pour ma part, c'est une autre information liée au lycée qui m'a interpellé et que je souhaite vous relayer. C'est le fait que visiblement, des travaux ayant été menés dans le courant de l'été auraient endommagé des sections contaminées à l'amiante, laissant supposer ou laissant craindre à tout le moins une contamination de l'espace des bâtiments par ce produit hautement carcinogène. Donc, je suppose que personne ne va attraper de cancer dans l'immédiat, mais pourriez-vous nous indiquer ce qu'il en est réellement et dans quelle mesure est-ce que la remise en état pourrait ou non permettre le retrait de certains composants amiantés de l'établissement afin de diminuer le risque futur? Je vous remercie. Et la troisième question portait toujours sur les travaux et le déplacement des classes du lycée Guy-Cudel dans des annexes, et notamment dans des bâtiments, dans un bâtiment ici, Avenue des Arts, sachant qu'il n'y a pas de cours, on n'est pas au courant, on n'a pas d'informations vis-à-vis
des laboratoires qui seraient donnés ou alors des lieux que les étudiants et étudiantes pourront fréquenter en dehors de ces locaux. Par rapport à la logistique, comment vous allez organiser, comment l'école va s'organiser pour envoyer les élèves dans ces différents lieux et surtout pour combien de temps cette situation va-t-elle durer? Ouais. Je vais vous répondre, je vous remercie. Voilà. Vous voulez le micro ici? Non, je veux rester assis. C'est la fin. Voilà. Merci, monsieur. Donc, 3 éléments. Hein. Donc, le départ de la préfète, les travaux et le déplacement des classes. Alors, sur le départ de la préfète, vous aurez remarqué que je ne me suis pas exprimé dans les médias. Je n'ai pas voulu en rajouter. Je me suis exprimé devant les délégations syndicales en COPALOC. Dès la rentrée, dès le premier jour de rentrée, j'ai convoqué une COPALOC en urgence et je leur ai communiqué tous les éléments en notre possession. Et j'ai également fait une communication à l'ensemble de l'équipe éducative. Voilà, je m'en tiendrai là, mais si vous le souhaitez, on tiendra à votre disposition, le secrétaire communal tiendra à votre disposition tous les éléments qui sont en notre possession, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je ne veux pas donner plus d'ampleur que ça à ce départ. Voilà, c'est une personne qui a fait un travail remarquable pour le lycée et on regrette évidemment son départ. Alors, par rapport aux travaux, oui, pour le futur, donc il y a un appel à candidature qui va être lancé dès demain. Alors, pour les travaux, donc durant l'été, donc il y a une entreprise qui est intervenue à un endroit où elle ne devait pas intervenir. Donc, ça a été constaté par notre coordinateur chantier sécurité. Donc, c'est un organisme extérieur qui surveille et coordonne les chantiers. Et donc, l'IBGE, évidemment, qui nous a délivré un permis d'environnement, suit également le chantier, est également intervenu sur le chantier. Il y a une série de recommandations qui ont été faites. Ces recommandations ont été suivies. Des tests ont été faits. Des prélèvements ont été faits et ces prélèvements se sont révélés négatifs. Quant à la suite des travaux, on va évidemment respecter le permis d'environnement, on va également respecter les recommandations de l'IBGE et donc les parties amiantées sont isolées du reste du bâtiment et elles seront enlevées en suivant les recommandations de l'IBGE, c'est-à-dire qu'elles devront l'être à un moment où il n'y a aucune présence dans l'école et donc ça se fera pendant les congés scolaires. Voilà donc pour ce volet-là. Pour ce qui est des travaux, et vous savez, les travaux du lycée, vous êtes jeune conseiller communal, mais ceux qui sont à vos côtés ont assisté ici à des séances où évidemment, systématiquement, on était interpellé sur l'état du lycée, sur la nécessité de réaliser des travaux. Et donc, ça fait plusieurs années, mon prédécesseur, M. Jassin, avait lancé une vaste étude et des travaux devaient être réalisés. Et la difficulté ici, c'est évidemment que cet établissement est occupé par des élèves et donc il faut essayer de phaser. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On essaye de phaser. Donc, on a trouvé une solution, c'est de permettre que 5 classes occupent donc ici des locaux qui se trouvent à Avenue des Arts. Alors, ce sont des classes passerelles. On a vraiment choisi des classes spécifiques. Ce sont des classes passerelles. C'est déjà un groupe de classes avec des professeurs qui ont une certaine dynamique. Ils se connaissent bien, ils travaillent entre eux. Il n'y a pas beaucoup de cours. Il y a énormément de cours de français. Il y a très peu de profs. Donc, en termes de mobilité, d'organisation, c'est beaucoup plus facile pour nous de déplacer ces classes-là que de déplacer d'autres classes. Et alors, évidemment, ça permet de travailler plus en profondeur. Alors, pour l'organisation, donc il y a une cantine sur place, des récréations sont organisées, donc les élèves
parc ici en Afrique pendant la récréation. Et donc, les cours de gym aussi sont donnés. Et donc, les travaux sont prévus jusque début janvier. Et on espère que d'ici là, voilà, d'ici janvier, les élèves pourront retourner dans leurs nouveaux locaux. Merci. Je vous propose, si vous voulez bien, de passer au vote. Le président est aérien ce soir. Une bulle de savon. Allez, allez-y, monsieur. Donc, j'avais une question par rapport à la maison des jeunes communale Le Caveau. Donc, on a reçu un courriel d'une mère dont les enfants sont à la maison des jeunes Le Caveau, un courriel qui avait été adressé au collège, dans lequel la mère s'étonnait de la fermeture de la maison des jeunes Le Caveau qui aura lieu jusqu'au 17 septembre. Et dans son désarroi, la dame expliquait qu'elle s'interrogeait sur les raisons de cette fermeture, mais aussi sur le manque d'encadrement dont elle a eu écho. Et il semblerait aussi que les animateurs qui s'occupent des jeunes ne sont pas assez nombreux. Et donc, nos questions sont les suivantes. C'est de savoir combien d'encadrants y a-t-il dans la maison des jeunes Le Caveau, combien y a-t-il d'encadrés aussi dans cette maison de jeunes, et aussi jusque quand, excusez-moi, est-ce qu'il est de coutume de fermer des maisons de jeunes comme celle-ci sur une période aussi clé que la rentrée? Si oui, quelles sont les raisons de cette fermeture? Je vous remercie, monsieur. Voilà, je n'ai aucune information concernant cette fermeture. Il me semble que le secrétaire communal a été le premier averti si une institution qui dépend de la commune ferme une école, une maison de jeunes. Concernant le restant de vos questions, je propose qu'on la prépare, qu'on puisse apporter des éléments de réponse. Je ne vais pas ici, je dirais, inventer des chiffres, vous donner des idées, parce que votre question dépasse la question d'actualité, c'est une question plus globale sur le fonctionnement de cette maison de jeunes ou des maisons de jeunes en général. À ma connaissance, la maison n'est pas fermée. Je rappelle que nous sortons quand même d'une période extrêmement importante au niveau des plaines de jeu. Nous avons rendu l'accès aux plaines de jeu gratuit. Tout le monde a été mobilisé. On a réussi encore une fois cet exploit de permettre à beaucoup d'enfants qui ne partent pas en vacances de pouvoir participer à de très nombreuses activités qui sont pilotées par le département de la jeunesse avec le soutien aussi des gardiennes scolaires, avec là aussi un coordinateur de la plaine de jeu. Donc ici, je n'ai pas cette information, on va la vérifier. Parce que justement, je suis passé rue du Chalet tantôt et la maison est bien fermée. Enfin, en tout cas, la porte du caveau, sur la porte du caveau, il y a un écriteau qui indique bien que c'est fermé jusqu'au 17 septembre. Et c'était juste le questionnement sur cette fermeture jusqu'au 17 septembre. Mais je vous partagerai les photos. Quand vous l'avez dit, on va nous-mêmes s'enquérir. Merci. Les commissaires. Voilà, on va demander aux plus jeunes de faire un fiche. Vous avez une compétition entre les jeunes, là? C'est monsieur... Voilà, alors un observateur, il est... Voilà, il y a un observateur, c'est lui, monsieur... Voilà. Eh bien, ce sera que je... Radiant, vous allez voir, c'est épuisant. Allez, on y Voilà, vous distribuez, vous pouvez.
On vote pour tout. N'oubliez pas de voter avec votre crayon. Si vous utilisez une encre quelconque, je ne sais pas moi, du sang de chat, je ne sais quoi d'autre, ce sera nul et non avenu. Du vernis à ongles, c'est non, etc. Et on ne fait pas de petits dessins non plus sur les bulletins de vote, parce que sinon ce sera aussi dans le bac. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon, tu peux déchirer la 26? Ah, il en manque une, c'est ça? Il manque une feuille. C'est bon? Comment c'est? Allez, après une petite séance pendant cela, dans cette période, et juste après, nous aurons le week qui commencera. Et bien sûr, sans le public, je vous remercie d'avoir été présents. Voilà. Jamais celle qui diffuse. Elle est là. Intelligentement. C'est bien. Je sais pas connu. Je sais pas connu à la place. C'est bien.